Le film commence par un grand match de football lors de la Coupe du Monde de la FIFA en 1958. C'est le Brésil contre l'URSS et une foule immense est excitée pour le match. Cependant, les commentateurs ne sont pas tendres. Ils critiquent le style de jeu du Brésil. Pendant ce temps, nous avons un aperçu des vestiaires brésiliens où nous rencontrons Pelé, le plus jeune joueur à avoir jamais participé à une Coupe du Monde. La scène revient ensuite 8 ans plus tôt, où nous voyons un groupe d'enfants cirant des chaussures et rêvant de jouer au football. En raison de leurs conditions de vie précaires, les enfants n'ont pas de vrais ballons. Ils volent donc des vêtements dans leur quartier et les enroulent dans des chaussettes pour fabriquer un ballon. Le jeu commence et les enfants jouent avec ce ballon artisanal, le faisant passer de toit en toit sans le laisser toucher le sol. Malgré le poids du ballon, les enfants jouent avec aisance et élégance. Cependant, le jeu se termine dans une flaque d'eau boueuse. Plus tard, l'un des enfants, Diko, raconte à sa mère qu'il est tombé dans une rivière en ramenant son jeune frère Zoka à la maison. Mais Zoka finit par révéler la vérité. « Tu jouais au football ». Leur mère, opposée à ce qu'ils jouent au football, les punit en leur interdisant d'écouter la Coupe du Monde à la radio. Dans la scène suivante, le père de Diko et d'autres hommes sont au bar, écoutant le match de football à la radio. C'est la finale de la Coupe du Monde de la FIFA en 1950 entre le Brésil et l'Uruguay, et tout le monde espère que le Brésil gagnera. Les enfants, perchés sur le toit cassé du bar, essaient aussi de suivre les nouvelles du match. Mais les choses prennent une tournure triste lorsque le Brésil perd, et le père de Diko commence à pleurer. En quittant le bar, il croise Diko, qui voit son père bouleversé et lui promet de gagner un jour la Coupe du Monde pour lui rendre fier. « Je gagnerai une Coupe du Monde pour toi, je te le promets. » Le lendemain, la mère de Diko l'emmène à son travail dans un grand manoir pour l'aider à nettoyer les sols. Elle lui raconte comment les rêves de football de son père ont été brisés après qu'il se soit blessé. Ils ne lui ont rien donné et l'ont abandonné dès qu'il s'est blessé au genou. Pas d'assurance, pas de pension. Tu crois que ton père voulait être concierge, passer sa vie à récurer des toilettes? Elle craint que Diko ne se blesse aussi, c'est pourquoi elle ne veut pas qu'il joue au football. Dès qu'elle sort de la cuisine, un groupe de garçons riches arrive et commence à parler d'un tournoi à venir. Il mentionne qu'un célèbre manager de football, Valdemar de Brito, sera là pour recruter des joueurs pour le club renommé de Santos. Les garçons riches imaginent avec excitation devenir des joueurs de football célèbres. Diko tente de se joindre à la conversation et mentionne le nom d'un joueur local, mais se trompe et dit Pelé. « Je serai comme Pelé ». Les autres garçons se moquent de lui et commencent à le taquiner avec le nom Pelé. Qui c'est? Pelé? Le gardien de but de Bahia? Son nom est on va l'appeler Pelé. Le capitaine de l'équipe, José, frappe le ballon et renverse le seau de Diko. La mère de Diko revient et s'excuse pour le comportement de son fils, bien qu'il ne soit pas en tort. Avant de partir, Diko attrape un morceau de journal apporté par les garçons, qui mentionne le tournoi de football. Diko rassemble son équipe pour participer au tournoi. Cependant, son frère lui rappelle sa promesse de cirer des chaussures aujourd'hui. Malgré cela, Diko reste déterminé. Ils approchent les organisateurs et s'inscrivent au tournoi. Au début, ils ont du mal à utiliser un vrai ballon, beaucoup plus léger que leur ballon artisanal. Pourquoi il va si loin? Il est plein de cheveux. Mais finalement, l'équipe commence à s'adapter aux nouvelles conditions. Ils fabriquent des uniformes avec des draps. Attends, tu as tricoté ça? Malgré leur apparence pauvre et leur manque d'équipement, Diko et ses amis montrent des compétences remarquables qui surpassent presque toutes les autres équipes du tournoi. Ils se qualifient pour la finale, où ils affrontent le même groupe de garçons qui s'étaient moqués de Diko sur le lieu de travail de sa mère. Ces garçons sont plus âgés et mieux équipés, et ils se moquent de l'équipe de Diko en les appelant les cireurs de chaussures. Et ils s'appellent les cireurs de chaussures. Puisqu'ils jouent sans chaussures de football appropriées, cette insulte pousse l'équipe de Diko à faire de l'achat de chaussures leur priorité pour le prochain match. Pour financer leur plan, le groupe décide de voler des cacahuètes pour les vendre et acheter des chaussures d'occasion. Cependant, leur plan est presque déjoué lorsqu'un gardien les repère et les poursuit. Malgré cela, Diko et ses amis parviennent à s'échapper. Après avoir grillé les cacahuètes, ils se rendent au marché pour attirer plus de clients. Ils offrent des cirages de chaussures gratuits pour l'achat de 2 paquets de cacahuètes. Alors que le groupe vend les cacahuètes, l'équipe adverse arrive et commence à les insulter à nouveau. « Hé, Bill, combien pour un cirage? Ne m'appelle pas comme ça. Ou quoi? Tu as un problème? Hé, Yuda, ce n'est pas une fille. Alors pourquoi il a besoin de 4 glaces? » Diko, en colère contre leurs insultes, frappe le leader, ce qui déclenche une bagarre entre les deux groupes. Le père de Diko observe la scène mais n'intervient pas. À la maison, la mère de Diko le confronte à propos de ses bleus. Il ment en disant que son professeur l'a battu. Sa mère, furieuse contre le professeur, décide de se rendre à l'école le lendemain pour en parler. Le père de Diko propose d'y aller à sa place. Le lendemain, après le départ de la mère pour le travail, le père de Diko accompagne son fils au tournoi. En chemin, il lui demande pourquoi il s'est battu. Apprenant que les garçons se moquaient de lui,
Le père de Dico lui dit que s'il veut jouer professionnellement, il ne doit pas avoir honte de qui il est. Réconforté par le soutien de son père, Dico devient plus heureux. Le grand jour arrive enfin. Dico remarque que l'un de ses amis ne porte pas ses lunettes, de peur d'être traité de quatrieux. Un autre ami porte un chapeau pour cacher ses cheveux longs. Le garçon rond apporte des chaussures de football d'occasion, mais elles sont trop grandes pour eux. Tout le monde présent encourage les garçons riches, mais l'annonceur appelle l'équipe de Dico les cireurs de chaussures et surnomme leur capitaine Pelé. Les cireurs de chaussures, menés par le capitaine Pelé. Dico est en colère, mais ses coéquipiers le calment. L'annonceur présente également l'invité star du jour, Valdemar de Brito, qui est là pour recruter des joueurs pour le club de Santos. Les chaussures mal ajustées gênent Dico et son équipe, les ralentissant et les mettant en difficulté. Profitant de cette situation, l'équipe adverse marque but après but, portant le score à 6-0. Dico et son équipe se sentent désespérés et sont furieux contre les adversaires pour leur jeu déloyal. Enragé, Dico tente d'attaquer les adversaires qu'il appelle Pelé, mais il s'arrête en remarquant son père dans le public. Il se souvient des paroles de son père sur le fait de ne pas avoir honte de qui il est. Il décide alors d'enlever les chaussures inconfortables et de jouer comme il le fait dans les rues de son quartier. Après avoir récupéré le ballon, il ferme les yeux et se souvient des parties de football dans son quartier, manœuvrant habilement autour des adversaires. Il surprend la foule avec ses mouvements impressionnants et marque le premier but. Ses actions inspirent ses coéquipiers, leur montrant qu'ils n'ont pas à avoir honte. Ils suivent son exemple, enlevant leurs chaussures trop grandes et jouant à leur manière. Soudain, le match prend un tournant dramatique et l'équipe de Dico commence à dominer, laissant l'équipe adverse impuissante. Chacun des coéquipiers de Dico réussit à dribbler les adversaires et à marquer, ramenant le score à 6-5. Malheureusement, le match se termine et l'équipe de Dico perd. Néanmoins, la foule est impressionnée par leur performance captivante et commence à scander le nom Pelé. Je parie que tu ne crains plus d'être appelé Pelé maintenant. Malgré la défaite, José regarde Dico avec envie. Le photographe du journal prend une photo des cireurs de chaussures. Waldemar remet à ses cartes de visite au père de Dico. Plus tard, les garçons repèrent les hommes à qui ils ont volé des cacahuètes et sont poursuivis, les obligeant à fuir dans la forêt. L'un des amis de Dico trébuche et tombe, et Dico revient pour l'aider, le cachant dans un petit trou. Pendant qu'ils attendent, l'ami de Dico l'encourage, lui disant qu'il peut échapper au bidonville grâce à son talent. Soudain, il commence à pleuvoir, provoquant un glissement de terrain. Dico parvient à s'échapper du trou, mais son ami est piégé. Dico appelle désespérément à l'aide, et les hommes entendent ses cris. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas sauver le garçon. Le cœur brisé, Dico rentre chez lui et pleure devant sa mère, se blâmant pour la mort de son ami. Il lui raconte tout, le tournoi, la bagarre et le vol. Il promet qu'il ne jouera plus jamais au football. C'est bon, Dico, tu ne savais pas. L'homme donne à sa femme la carte de visite de Valdemar, qu'elle range dans un tiroir. Pour lui montrer les conséquences de l'école buissonnière, elle demande à son mari d'emmener Dico à son travail le lendemain. Le lendemain, le père de Dico l'emmène à son lieu de travail. Ils font les tâches les plus sales dans un hôpital, comme nettoyer les toilettes et vider les bassins. Dico est extrêmement déprimé. Pour le distraire de la tragédie de son ami, le père essaie de le remonter le moral en lui montrant quelques-unes de ses compétences, jouant avec des mangues. Il explique à Dico que, jeune, il utilisait des mangues vertes pour s'entraîner au tir et des mangues mûres pour la finesse. Dico l'ignore, tenant sa promesse à sa mère. Il refuse de rejoindre ses amis pour jouer au football et jette même le journal avec leurs photos. Sa mère remarque que les yeux de Dico sont vides. Un jour, le père essaie de lancer des mangues dans une poubelle, mais semble échouer. Dico ne peut pas résister et lance une mangue directement dans la poubelle. Son père révèle alors qu'il faisait semblant d'être maladroit en visant la poubelle la plus éloignée. Inspiré, Dico rejoint son père pour s'entraîner avec les mangues. Le père commence à lui enseigner ses techniques. Quelques années plus tard, Dico a maintenant 15 ans et manie les mangues avec aisance. Sa mère le remarque en train de s'entraîner avec son père mais décide de ne pas intervenir. Elle y réfléchit toute la nuit et décide d'appeler le recruteur de football. Elle amène l'homme pour observer l'entraînement de Dico à distance. Quand Dico rentre chez lui, il est choqué de voir Valdemar chez lui, l'attendant. Valdemar suggère à Dico de participer aux essais du club de football local. Dico fait ses adieux à sa famille et part pour Santos. Dans la scène suivante, Dico participe à une séance d'essai pour l'équipe professionnelle de Santos. L'entraîneur dit aux joueurs d'oublier leur style primitif joué à la maison et de maîtriser les techniques des meilleures équipes d'Europe. Il réprimande Dico pour s'en tenir à son style habituel. Après la séance d'essai, les jeunes se rassemblent pour découvrir qui restera dans l'équipe. Dico est déçu de ne pas voir son nom sur la liste de l'équipe junior et s'apprête à quitter le camp. Cependant, un assistant accroche ensuite la liste de l'équipe des jeunes, où Dico trouve son nom. Son parcours d'entraînement commence. Dico doit réapprendre à jouer au football en utilisant la technique du coup de pied latéral. Après chaque entraînement, l'entraîneur leur montre des matchs de football, soulignant que le Brésil a perdu de nombreux matchs à cause du style de jeu primitif des joueurs brésiliens.
Le soir, Valdemar observe les tentatives désespérées de Dico pour maîtriser la nouvelle technique, mais tous ses efforts semblent vains. Dans la scène suivante, Dico tente de tirer un penalty mais échoue. Ses coéquipiers râlent, disant qu'il ne marque jamais. Ce soir-là, Dico ne peut retenir ses larmes. Valdemar observe Dico quitter le camp avec sa valise. Il le retrouve à la gare. Déjà en train de partir, Monsieur de Brito demande Valdemar. « Que faites-vous ici ?» répond Dico. « Je voulais vous poser la même question » rétorque Valdemar. Dico explique qu'il a l'impression que son style de jeu n'est pas accepté à l'académie et que l'entraîneur ne l'apprécie pas. « Si je ne retourne pas à l'école maintenant, je finirai par nettoyer des toilettes. » Valdemar réplique. « Et alors ? Nettoyer des toilettes, ce n'est pas si mal. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec le fait de ne pas jouer comme les autres ?» Valdemar lui raconte alors l'histoire de ce style. Au début du XVIe siècle, les Portugais sont arrivés au Brésil avec des esclaves africains. Beaucoup d'Africains se sont enfuis dans la jungle pour se protéger et ont créé la ginga astérisque, fondement de la capoeira. Lorsque l'esclavage a été aboli, la capoeira a été interdite. Les capoeiristes ont vu le football comme un moyen parfait de pratiquer la ginga astérisque sans être arrêtés. Ce style a évolué avec le temps et est devenu une partie du Brésil. Cependant, lors de la Coupe du Monde de 1950, beaucoup ont cru que le style ginga astérisque était la raison de la défaite du Brésil. Valdemar explique que la ginga astérisque fait partie de Dico. Tu peux montrer au monde entier qui tu es vraiment, ou tu peux monter dans ce train et ne jamais le savoir. Valdemar part, et le train de Dico arrive, mais ce dernier décide de rester. Le lendemain, pendant un match, Dico fait quelques mauvais gestes qui déçoivent à la fois lui-même et son entraîneur. Désespéré, il se souvient de ses entraînements avec son père et les mangues. Il remarque Valdemar qui l'encourage. Inspiré, il décide de jouer à sa manière, dribblant le ballon avec aisance et ignorant les demandes de l'entraîneur d'arrêter. Finalement, il frappe le ballon en l'air comme il s'est entraîné avec les mangues et l'envoie dans les filets d'une manière spectaculaire. Ses coéquipiers et ses adversaires le félicitent pour ce but. L'entraîneur l'interpelle. « C'était quoi ? Ça ? Désolé, répète. » La suite est disponible sur la chaîne. Abonnez-vous pour plus de vidéos.